Bonjour tous, c'est Martin Poirot. Vous êtes bien dans Émerdre, votre émission vivante consacrée au spectacle du même genre, dans laquelle il sera question aujourd'hui de pouvoir, de séries, de pouvoir des séries et de têtes couronnées. Bonne écoute et bon visionnage. Christophe Rauque, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici au TNB à Rennes pour discuter ensemble de deux de vos créations récentes, Dissection d'une chute de neige et Richard II. Ces deux pièces nous racontent deux expériences du pouvoir et même, peut-on dire, d'un refus de pouvoir. Après avoir travaillé sur ces deux textes, est-ce que vous pensez que le pouvoir est fait pour l'être humain ? Wow, c'est une grande question. Je sais pas. En fait, je pense que si j'ai fait ces deux spectacles, c'est sûrement parce que je me pose la question. Alors, après, c'est toujours un petit peu délicat, mais le théâtre, pour moi, ne donne jamais de réponse, mais il permet de nous questionner et de nous re-questionner sur des choses qui, au fond, nous paraissent tellement évidentes, quoi. Donc, je crois que la question du pouvoir chez moi, je pense que je suis pas unique, hein, on est tous beaucoup consciemment ou inconsciemment, on s'interroge beaucoup sur cette question du pouvoir. Et en tout cas, on a besoin, et je pense que j'ai envie de dire en ce moment particulièrement, mais je crois qu'il n'y a pas des moments particuliers. Je pense que la force d'une démocratie, en l'occurrence, c'est d'avoir le droit et de pouvoir s'interroger sur ces questions qui sont des questions politiques, de vie en commun et de vie en démocratie, quoi. En tout cas, de dynamique de cette démocratie. Ce qui fait que je trouvais, parce que c'est un hasard au fond, ces deux pièces qui se collent. Mais comme souvent au théâtre, le hasard, c'est pas qu'il est le bienvenu, mais c'est que c'est un acteur essentiel de la logique des mises en scène. Alors certains vont définir ce hasard dans leur vie, d'autres préfèrent ne pas le définir. Voilà, moi j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas envie de le définir parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus poétique que de ne pas donner de réponse, mais de rester sur ces questions-là. Donc, en fait, je suis tombé littéralement sur cette pièce, Dissection d'une chute de neige. J'aime pas dire tomber, je pense que ce sont souvent les pièces qui nous appellent. Et en tout cas, je suis tombé très très amoureux de cette pièce. Et j'y voyais, à la base, en fait, je voyais derrière l'idée de la question de ce que c'est que de déposer la couronne, en l'occurrence, de ne pas participer à la question du pouvoir régalien, symbolique et symboliste lié à la couronne, donc à la question aussi divine et royale, de ce que ça veut dire que de gouverner un pays lorsqu'on fait partie de la lignée d'une royauté. Ce que je trouvais qui était intéressant, c'était et très politique, c'était déjà la première chose, c'était qu'il y avait une comédienne qui pendant 2 heures parlait sur le monde. Et sur la relation entre le monde et le pouvoir. Généralement, c'est toujours des hommes. On cite notamment la pièce la plus emblématique qui est Richard III. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on réinterroge ce personnage et qu'on le réinterroge aussi avec des actrices. Il y a de plus en plus des actrices qui jouent Richard III. Et là, on avait une espèce de Richard beaucoup plus contemporaine, moins sanguinaire, même si il est dit qu'elle l'est, mais toujours est-il avec une problématique que je trouvais très actuelle sur ce que ça voulait dire que le pouvoir, non pas le pouvoir au féminin, parce qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté sur cette pièce, où tout d'un coup on disait mais c'est pas une pièce féministe, c'est une pièce sur le genre, et pas du tout en fait. La force de la pièce, c'est que c'est une pièce au féminin. D'ailleurs, Christine de Suède, qui est le personnage principal de Dissection d'une chute de neige, se définit elle-même comme fille-roi. Ouais. Elle n'utilise pas le terme de reine. Est-ce que le pouvoir, du coup, ne peut se revêtir que d'attributs masculins ? C'est la question qu'elle pose, en tout cas.
Et pour l'instant, je ne sais pas si la réponse est au masculin, mais souvent, la question royale a été conjuguée au genre masculin. Donc, moi, je trouvais que c'était vraiment une façon intéressante aujourd'hui, aussi parce que Sarah Stridsberg, elle joue avec la temporalité entre hier et aujourd'hui. Et elle nous fait voir aussi par ce voyage comment, tout d'un coup, qui était cette reine, ce qu'elle aurait pu devenir, ce qu'elle est devenue, et qui sont les reines d'aujourd'hui et ce qu'elles deviennent. C'est pour ça que je trouve que la pièce est forte. Et ce qui était assez intéressant, et même plus que ça, c'est de voir que il y a eu au Théâtre des Amandiers énormément de jeunes qui sont venus voir la pièce, mais vraiment beaucoup. Et avec un accueil très fort. Évidemment, des jeunes, des lycéens, etc. Mais pas que, vraiment beaucoup de jeunes qui sont venus comme ça, comme si tout d'un coup, il y avait... cette pièce, elle appelait aussi la jeunesse, et elle appelait aussi un autre regard qu'on a sur la question du féminin aujourd'hui. Non plus forcément avec une dimension féministe radicale ou féministe manifestant, mais plutôt commençant vraiment à intégrer certains codes du féminisme pour aller encore plus loin, quoi, pour le dépasser, pour dépasser simplement la question de l'opposition et de la lutte. Je suis pas en train de dire, évidemment, que tout ça est terminé et qu'il faut que tout cela n'existe plus, mais en tout cas, ce que je trouvais, c'est que, bien au contraire, et encore, et on le voit bien aujourd'hui, qu'il faut continuer à débattre et à combattre les forces réactionnaires, comme on dit, en tout cas liées à une vision très masculine, pour pas dire masculiniste, qui s'oppose à cette vision-là aujourd'hui. Mais ce que je trouvais qui était intéressant avec Sarah Stridsberg, qui est suédoise, et c'est pas si étonnant que ça. La Suède a toujours été en avance sur ces questions-là. Et on voit que Sarah Stridsberg a vraiment intégré cette notion du combat féministe et qu'elle est vraiment dans le féminin, quoi. On remarque assez rapidement que Christine de Suède considère le pouvoir comme une prison. Dans le texte et même dans la pièce quand on la voit. De quelle manière, avec Alain Lagarde, scénographe du spectacle, avez-vous traduit ça concrètement sur scène ? En fait, au début, Alain faisait situationner toutes les scènes. Et moi, je trouvais que ça réduisait beaucoup la dimension à la fois politique et poétique. Et je trouvais qu'il y avait... il y a quelque chose qui m'avait toujours beaucoup plu dans cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup de didascalies. Donc, il y a ces didascalies donnent à la pièce un côté très romanesque. Et il y avait deux choix, où on partait du côté politique, et je trouvais que ça écrasait un peu le propos, ou alors on partait vers quelque chose de beaucoup plus onirique, qui nous permettait d'avoir une latitude plus grande à faire entendre toute la dimension épique aussi du texte, puisque, encore une fois, pour moi, c'était vraiment une actrice qui parle au monde, du pouvoir. Donc, je voyais pas ça dans une chambre, je voyais pas ça très situationné, vous voyez. C'est que des duos, en fait. Donc, j'avais envie de lui donner plus d'ampleur. Et ce qui est souvent le cas au théâtre, ce que je trouve qui est toujours intéressant dans l'art, c'est que, et l'art théâtral en particulier, c'est que en voulant donner de l'espace, quelquefois, c'est très intéressant de le contraindre. Et j'ai montré à Alain un plasticien suisse, je crois, qui met des écrans lumineux dans la neige sur les glaciers la nuit. Et donc, il y a comme ça une lumière très puissante avec des tons de noir et de gris qui s'opposent avec une lumière très très blanche. Et de ça, Alain a proposé une espèce de boîte qui est devenue à la fois le paysage intérieur, mais aussi
le château, la chambre, et en même temps la tête aussi, enfin le cerveau de cette reine, en sachant elle sort aussi, hein, mais on est dans un endroit qui tout d'un coup nous permet d'être, de nous envoler et de partir dans un royaume qui n'est pas forcément réaliste, hein, mais qui est nos royaumes du froid, quoi, à chacun. Et toujours par rapport à Dissection d'une chute de neige, vous dites qu'un spectacle grandit, s'élargit et prend une autre dimension dans la durée et dans la rencontre avec le public. C'est un spectacle qui a été stoppé dans ses représentations par la Covid. Est-ce que même sans public et dans cette durée imposée, le spectacle a su grandir, s'élargir et prendre une autre dimension ? C'est pour ça que je voulais le reprendre, oui. Mmh. Et en le reprenant, oui, effectivement, on a vu que là, les dernières représentations, enfin, la reprise aux Amandiers était quand même très puissante, quoi. Mmh. Et parce qu'effectivement, c'est les Russes qui disent, puisqu'il y a une grande tradition théâtrale là-bas, qui disait, en fait, un spectacle né à la 30e. Okay. Et c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à la 30e à le terminer, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces deux reprises, que ce soit celle de Richard II ou Dissection, parce que d'abord je trouvais qu'on les avait pas assez joués, et puis il y a toujours, quand la fable se dépose pendant un an comme ça, que les textes vivent encore avec les acteurs, surtout quand ils savent qu'ils vont reprendre. Et donc, quand la reprise arrive et quand on commence à jouer, il y a une épaisseur, enfin, les acteurs sont plus larges. La force du théâtre, c'est ça, c'est que ça nous élargit. Ça élargit l'acteur, mais ça élargit aussi le spectateur qui, tout d'un coup, cette rencontre entre le spectateur et les acteurs fait qu'il y a une vraie... symbiose, j'allais dire presque communion, mais je voudrais pas être religieux, mais tout d'un coup on part ensemble ailleurs, et cet ailleurs est plus grand que nous, il est même plus grand que l'auteur, et c'est ça en fait qui est assez formidable, et c'est pour ça je pense qu'on fait du théâtre, c'est pour aller plus loin et être plus large que nous le sommes, ou comment dire, non pas plus grand, mais plus épanoui, plus offert en fait. Et vous dites que Dissection d'une chute de neige et Richard II sont deux pièces qui tournent autour de deux personnages charismatiques, Christine de Suède et Richard, que Michel Lescaut et Marie-Sophie Ferdan incarnent un rôle, une force. On constate qu'elles sont toujours entourées quand même d'une cour qui les influence, les conseille, les dirige. Comment vous avez travaillé ce rapport de force entre l'individu et le groupe ? J'ai eu la chance de monter deux grands textes avec d'abord deux très grands acteurs, un très grand acteur et une très grande actrice, avec à chaque fois une distribution très puissante, quoi. Et puis deux grands auteurs, enfin un grand auteur qui est Shakespeare, et puis une autrice que moi je considère comme étant une grande autrice qui est Sarah Stridsberg. Donc faut jamais oublier que le voyage se fait aussi avec les auteurs, et que c'est eux aussi qui nous demandent d'être à la hauteur de ce qu'ils écrivent, hein. Donc la première chose que je dois faire, c'est une grande distribution et trouver les artistes et les interprètes qui vont pouvoir nous faire voyager et accompagner les interprètes qui jouent, qui vont jouer le roi et la reine, quoi. De toute façon, bon, moi, c'est vrai que le théâtre, la mise en scène, elle est venue complètement par hasard, et elle est venue par le biais de l'acteur, puisque j'étais acteur. Donc, j'avais compris certaines choses sur la direction d'acteur. Donc, ça passe toujours par là. Mes visions, elles ne peuvent se faire que si je vois et j'entends juste. Si j'entends faux, si l'orchestre, tout d'un coup, il y a un des instruments qui sonne faux, et ma vue se brouille et mon imaginaire arrive plus à s'ouvrir, quoi. Pour revenir quelques saisons en arrière, vous avez monté Comme il vous plaira, qui est une comédie de Shakespeare. Ouais. Et là, Richard II, nous sommes dans la tragédie. Aborde-t-on ces deux genres de la même manière ? Déjà, il faut aborder Shakespeare, hein. En tout cas,
Je disais l'autre fois à quelqu'un qui me parlait d'un spectacle et je lui disais mais quel est son point de vue? Il me dit je ne le sais pas et je me disais waouh, c'est quand même, ça va être difficile hein, parce que c'est un voyage compliqué Shakespeare et je saurais pas comment dire, mais en fait quand je monte une pièce, au bout d'un moment, surtout une pièce contemporaine, on se nourrit de plein de choses, on part, on a beaucoup de choses, on ne sait pas où on va, mais on a énormément de choses. C'est comme ça que je vois les mises en scène. Mmh. Il faut qu'on soit habité et nourri par beaucoup de choses, et puis on avance. Et au bout d'un moment, dans le travail, on touche quelque chose de dur, quoi. Mmh. Ça, on commence à sentir la terre, quoi, et on avance sur le chemin. Shakespeare, je trouve ça très compliqué, c'est différent. Shakespeare, j'ai l'impression toujours qu'on est sur un gouffre et qu'on doit construire un pont. Okay. Et que si on ne sait pas ce qu'on veut faire ou pourquoi on le fait, au bout d'un moment, on perd ce pont et on tombe, quoi. Et c'est un gouffre sans fond, hein, parce que c'est immense, en fait, Shakespeare. C'est immense dans la langue, c'est immense dans la symbolique, c'est pratiquement l'origine avec les Grecs du théâtre occidental. Donc, en fait, on tombe non seulement dans des histoires qui sont plus grandes que nous, mais on tombe même dans une culture qui peut nous engloutir, en fait, à un moment donné. Et on se perd dans cette espèce de labyrinthe et de méandres de pensée et d'intelligence. Donc, il y a toujours, pour moi, une façon d'aborder Shakespeare que je le vois déjà avec les acteurs avec qui je le fais. Et notamment les acteurs et les actrices qui vont tenir les rôles de premier plan. Et ensuite, et en même temps les couples, hein. Comment tout ça s'agence. Micha Lescaut et Emmanuel Noblet, c'était évident que Emmanuel joue Omerle, qui était l'ami de Micha. Il y a des énergies comme ça. C'était évident que Marie-Sophie soit la fille de Thierry Bosc dans Dissection, et ainsi de suite. Donc, ce sont sur ces évidences-là que moi je construis mon spectacle, quoi. Et puis après, oui, je suis attiré par des choses. Quand j'ai monté le Richard II, j'avais le texte de Yannick Enel en tête, qui était Tiens ferme ma couronne, et notamment il y a un bel épisode comme ça autour de Michael Cimino, qui est un réalisateur que j'aime particulièrement, et qui raconte qu'en fait il aime voyager, il aime faire traverser les États-Unis en voiture, et il raconte comment il passe de la côte est à la côte ouest et comment le ciel s'élargit quand il arrive sur la côte ouest. Okay. Et avec Richard, j'avais toujours cette dimension du ciel qui était là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ciels sombres. C'est pour ça qu'il y a le ciel souvent et que ce ciel est sombre et qu'il bouge. Donc, j'étais habité par ça parce que pour moi, Shakespeare, c'est le ciel. C'est le sang. C'est tout le cinéma anglo-américain. C'est le suspense. C'est l'action. C'est le sang et c'est le ciel. Nous, c'est Molière. Il y a le plafond, la maison, et il n'y a pas de sang. Donc, je suis parti là-dessus, en fait. Et évidemment, sur la question du pouvoir, et notamment ce côté où, tout d'un coup, lorsqu'on dépose la couronne, on devient le bouffon, on se permet de dire ce que l'on ne pouvait pas dire lorsque l'on avait la couronne, et toute l'intelligence et toute la puissance critique du pouvoir, elle arrive à ce moment-là, quoi. Dans l'imaginaire collectif, les séries aujourd'hui ont pris beaucoup de place. Ouais. Et en voyant la Chambre des communes dans la scénographie de Richard II, j'ai tout de suite pensé à The Crown, alors que cette chambre existait avant la série. Est-ce que vous croyez que les séries ont eu un impact sur les mises en scène d'aujourd'hui ? Oui, je pense, puisque de toute façon, nous sommes tous traversés par ce qui nous entoure. Et comme les séries ont été influencées par le théâtre, et notamment par Shakespeare. Vous parliez de The Crown, on peut parler de Succession, aussi,
qui est carrément une espèce d'adaptation du Roi Lear avec des acteurs qui, est, en tout cas certains, dont Brian Cox, étaient à la Royal Shakespeare Company. Et donc, tout est influencé par tout au niveau de sur la question de la représentation et du récit. On a besoin de récit. Et c'est pas pour rien si les séries sont là. On a vraiment besoin de récit. Encore peut-être plus aujourd'hui. Et donc c'est pour ça aussi que le théâtre a toute sa place et sa nécessité, parce que non seulement il se nourrit des séries, mais il nourrit aussi des séries. Donc c'est vrai que quand j'ai imaginé avec Alain la question des communes, la Chambre des communes, c'était pas par rapport à The Crown, c'est que moi je voulais vraiment que la pièce, que le décor soit la Chambre des communes, et que tout se passe là. Et puis, on n'avait pas les sous pour le faire, donc on a travaillé avec la vidéo sur la toile. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça, de la série The Crown avec cet épisode-là. Et en même temps, je trouvais que c'était assez joli de voir comme ça beaucoup de gens venir voir ce spectacle, être touchés par le spectacle, avoir ces références aussi anglaises et anglo-saxonnes grâce à cette série. Et de se rendre compte que Shakespeare n'était pas si éloigné de nous, puisque ces séries nettoient aussi une partie de ce que le théâtre peut rendre, en l'occurrence la puissance de sa langue. À quel point cette pièce qui date de la toute fin du XVIe fait écho à l'actualité de ces dernières années ? Moi, je ne sais pas ce qui fait écho à l'actualité, parce qu'en fait, l'actualité... J'aime bien cette phrase de Peter Stein qui disait « Pour pouvoir faire du théâtre, il faut que je ferme la porte de ma salle de répétition. » Et l'actualité, c'est lié à l'opinion. L'opinion, c'est pas forcément ce qui est le plus... la pensée politique la plus exigeante et la plus intéressante. Même, je ne sais même pas si une opinion est une pensée. Donc, en fait, l'actualité, elle vient, elle me traverse, mais elle ne m'intéresse pas en tant que metteur en scène. L'actualité, c'est une tranche de temps. Ce qui est actuel aujourd'hui, demain, n'existera déjà plus, quoi. Et par contre, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que Shakespeare est toujours vivant. Donc, en fait, les thèmes, et notamment les questions du pouvoir, des enjeux du pouvoir, enfin, je dirais, pour le coup, l'actualité nous le montre. Mais Shakespeare est plus grand que l'actualité, c'est-à-dire que il est plus large, encore une fois, et il élargit la question, et il nous fait nous rendre compte que, au fond, ces récits sont toujours plus grands que ceux que l'on entend ou que l'on voit à la télé ou à la radio, qui ne sont qu'une partie du point de vue, et que derrière, dans l'antichambre, il y a tout ce que Shakespeare raconte, et c'est ça qui est intéressant, et que l'esprit critique que l'on peut avoir sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui est aussi relié à la puissance poétique de ces auteurs qui nous font aller plus loin et qui nous montrent les antichambres du pouvoir. Donc en ça, c'est, même si j'aime pas ce mot, c'est actuel. Et pour terminer, j'ai relevé une phrase où vous dites que ce sont les lieux qui vous inspirent pour créer, que suivant le lieu dans lequel vous êtes, vous n'allez pas créer les mêmes pièces. Est-ce que Nanterre Amandier vous a inspiré dans les prochaines créations ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et est-ce que ça sera toujours en rapport avec le pouvoir ? Oui, les lieux sont importants. Ça, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte après, puisque... Je voyais bien, par exemple, quand j'ai dirigé le Théâtre du Peuple, et ça a été une très très belle aventure, et à un moment donné, je m'étais dit, avec cette scène immense, ce cadre de scène magnifique, j'avais l'impression que j'avais besoin de passer à autre chose, qu'il fallait que je prenais évidemment en compte à la fois le lieu, la scène, le public, et qu'il fallait que je change. Voilà. Donc, et esthétiquement, ça a changé. Et puis, j'ai eu la même chose au TGP, puisque au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, la grande salle, elle est aussi très marquée, très belle, avec un cadre de scène aussi
très puissant. Et une salle qui est pas si grande que ça, mine de rien. Et je me disais, là, c'est pareil, quoi. J'avais envie de pouvoir ouvrir mon cahier dans des espaces plus grands. Et puis, il y a eu Lille, qui a été aussi une grande aventure, aussi en lien avec son école, puisque le projet du centre dramatique du Théâtre du Nord, ça a été de mettre l'école au centre de ce projet. C'est pour ça que l'école s'appelait l'EPSAD et que je l'ai nommée École du Nord. Et j'avais mis vraiment la jeunesse au centre du projet. Là, c'était différent parce que la salle, et notamment la scène, c'était vraiment une scène noire, quoi. Presque anonyme, qui nous permettait de pouvoir penser et rêver plein de choses. Et puis les Amandiers, c'est encore plus grand. Et puis surtout, c'est habité par d'autres présences, d'autres fantômes, d'autres histoires. Et je crois vraiment que... En fait, je crois que les histoires nous élargissent et nous épaississent. Que ce soit celles que l'on monte, ou que ce soit celles que l'on rencontre dans nos vies, ou que ce soit celles que l'on pressent dans les lieux que l'on rencontre ou que l'on découvre, quoi. Et que, aussi, en tout cas au théâtre, ces histoires nous font nous dépasser. Que ce soit celles des œuvres, encore une fois, ou celles des grandes histoires qui ont habité les lieux que l'on va traverser. Vous avez une idée de ce que vous allez créer plus tard ou pas du tout ? Si, je vais monter une pièce assez formidable d'une autrice anglaise qui s'appelle Alice Birch. Et la pièce s'appelle Anatomie d'un suicide. Alors, c'est pas très vendeur, mais c'est une très très belle pièce qui est pas du tout glauque. C'est 3 femmes, la mère, la fille et la petite fille. La mère se suicide, la fille se suicide et la petite fille casse. La question du suicide, c'est sur les fantômes intragénérationnels, ou les tabous que l'on brise, comment tout d'un coup arriver à les briser sur plusieurs générations. Et en fait, la force de ce texte, c'est que tout se joue en même temps. On est dans 3 temporalités différentes, mais tout se fait en même temps. Et on parlait de série tout à l'heure, Alice Birch, elle a participé à des épisodes de la série Succession. Aujourd'hui, elle est autrice de série. Et je dirais c'est une série, mais condensée en 2h30, quoi. Mais c'est assez puissant. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour rester au courant de nos actualités. À bientôt!